endiguer un tout petit peu cette épidémie. Voilà, les mesures ripostes, c'est surtout au 1er mars, il y a eu l'activation du comité interministériel, le couvre-feu à 18h, de 18h à 16h, ça c'était vers le 13-15 mars, la fermeture des écoles, des universités. Toute l'année passée, les écoles étaient fermées. Cette année, il y a une réouverture des écoles. Au bout de 2 semaines, les écoles ont été fermées. Et encore, il y a une réouverture des écoles depuis le 11 janvier. Mais ne nous trompons pas. Si on ouvre les écoles, il faut des mesures d'accompagnement au niveau des écoles. Malheureusement, ici chez nous, il n'y a aucune mesure d'accompagnement au niveau des écoles. Les mesures d'accompagnement, ça peut être juste mettre des lavabos, mettre à disposition des gels hydroalcooliques, les masques pour les collégiens et les lycéens, et puis aussi rappeler, afficher partout que c'est une maladie qui existe, et voilà les mesures qu'il faudra prendre. Les mahadras, interdiction des regroupements et fermeture des marchés, les marchés sont réouverts. Mise en place de la technique de diagnostic de Covid-19 à partir de la mi-février, mais ça a été effectif vraiment vers le mois de mars, parce qu'on l'a vu au mois de janvier, les premiers cas suspects, on envoyait les prélèvements au niveau de Dakar. Au début, on discutait même est-ce qu'on ne les envoie pas en Allemagne ou en Afrique du Sud. Mais heureusement, actuellement, on peut faire toutes les techniques. On peut faire la PCR, l'antigénémie, les tests. Tout est disponible et les rendus sont très rapides dans les 24 heures. Il y a eu des formations, des points focaux régionaux, surveillance des laborantins, aussi formation des laborantins. Et déjà dès le mois de février, a été identifié un premier centre de prise en charge et d'isolement des premiers cas. Déjà la suspicion au niveau de l'ancien centre de cardiologie qui disposait de 15 lits, mais pendant la première petite vague de mars, ça a bien servi, mais vers le mois de mai, on a été très rapidement, dès la première semaine, complètement submergé et il y a eu l'ouverture du nouveau service des maladies infectieuses avec une capacité de presque 50 lits, dont 12 lits de réanimation. Et la mise en place aussi d'un comité scientifique. À ma connaissance, les comités scientifiques, il n'y avait que des médecins, il y a 12, dont des infectiologues, internistes, des pneumologues, des virologues. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres personnalités autres que des médecins. Les symptômes, je vais rapidement passer sur ça. Vous connaissez tous les symptômes qu'on a de la COVID-19. Et nous qui avons eu à prendre en charge ces patients, on a vraiment eu tous ces cas allant de la simple fièvre ou même des gens qui n'ont pas de symptômes jusqu'aux détresse respiratoires sévères avec réanimation. Au début, on intubait beaucoup les patients, mais après, on faisait surtout la VLI. Donc voilà, ce n'est pas exhaustif, mais globalement, il y a tous les symptômes qui peuvent nous faire penser à une COVID-19. Alors, avant de parler de la prise en charge proprement dite, il faut savoir que la COVID-19, on a vu même sur nos tableaux que dans plus de 80%, on a des cas surtout asymptomatiques, mais dans 15%, ça peut être des cas symptomatiques et dans 5%, des cas graves qui peuvent nécessiter jusqu'à réanimation ou même décéder. Mais les personnes surtout à haut risque de formes graves, ce sont surtout les personnes âgées, les personnes qui ont surtout une hypertension compliquée. Quelqu'un qui a une hypertension qui est bien traitée, qui est bien suivie, ce n'est pas un facteur de risque. Les gens qui ont des antécédents d'AVC, de coronaropathie, un diabète qui est mal équilibré ou qui présente des complications, des gens qui ont des bronchopneumopathie chronique, etc. Les insuffisances rénales chroniques dialysées, les cancers évolutifs, l'obésité, qui est très fréquente chez nous, avec un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30, les cirrhoses, les syndromes drépanocytaires majeurs et les immunodépressions. Alors, pour parler de la prise en charge, je pense que notre maître et ami professeur Parola a déjà parlé de l'expérience marseillaise. Il faut dire que, d'abord, actuellement, la prise en charge des patients se fait essentiellement par des traitements symptomatiques. Prendre en charge l'insuffisance respiratoire et aussi des autres organes. Les complications, la réanimation actuellement joue un rôle primordial dans la prise en charge, surtout des cas compliqués. Il n'existe actuellement aucun traitement antiviral spécifique autorisé pour la COVID. Il n'y a pas de traitement spécifique qu'on dit voilà, ça c'est un traitement, mais beaucoup de pays font des essais, on donne des médicaments, il y a des gens qui sont d'accord, même au sein d'une même équipe,
Pas d'un pays, on ne parle même pas d'un pays. Au sein d'une même équipe, il y a des accrochages, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Au niveau du comité scientifique mauritanien, on a eu des débats houleux. On a passé des heures et des heures pour s'entendre juste sur une molécule, est-ce qu'on la donne ou bien on ne la donne pas. Donc, au début de la pandémie, en tout cas les premiers cas ici, on définissait des formes ambulatoires. Au début, on diagnostiquait tout le monde, même les cas contacts, on les faisait la RT-PCR. Et si la PCR est positive et le patient n'a aucun symptôme ou bien peu de symptômes, on les faisait des confinements à domicile et avec surveillance clinique. On donnait les médicaments, même pour ces cas, on donnait la chloroquine, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine et l'azithromycine pour ces cas, associés à l'azithromycine. L'azithromycine est donnée pendant 5 jours et l'hydroxychloroquine ou la chloroquine sont données pendant 10 jours. Pour les formes graves, ils sont transférés en réanimation et je ne vais pas trop m'attirer sur ça. Ça, c'est au début de l'épidémie. Sauf que, après, il y a eu un premier papier qui est sorti et l'OMS avait demandé à tous les pays qui utilisaient la chloroquine de l'arrêter. Et le comité scientifique s'était réuni, on avait arrêté tout ce qui était chloroquinothérapie. Un mois après, il y a certaines personnes qui sont sorties, il y a d'autres articles qui sont sortis pour dire que la chloroquine était quand même malgré tout efficace. On a remis la chloroquine, donc on a eu beaucoup de rétropédalage dans notre prise en charge. Mais actuellement, avec ce qui est sorti aussi, l'étude de Recovery, qui est sortie avec l'efficacité démontrée de la dexaméthasone en Mauritanie, nous ne donnons plus, en tout cas au niveau des sites de prise en charge, au niveau des hôpitaux, l'association hydroxychloroquine-azithromycine n'est plus donnée, n'est plus indiquée. Ce que nous donnons, par contre, nous donnons du paracétamol au besoin, si le malade a de la fièvre, ou des courbatures, ou des céphalées, de la vitaminothérapie, surtout C. On réhydrate autant que possible les malades. Bon. On donne un traitement anticoagulant préventif ou bien. C'est bon? Allez-y. On donne un traitement anticoagulant qui peut être préventif systématiquement si on pense qu'il y a une IMC qui est élevée ou bien si il y a un syndrome inflammatoire qui est très important. On donne même à dose curative et surtout la corticothérapie qu'on ne donnait pas durant la première vague et qu'on donne aujourd'hui systématiquement, surtout pour les patients qui sont oxygénodépendants. Donc, globalement, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de nos hôpitaux? On fait un traitement symptomatique. Pour les patients oxygénodépendants, on met de la dexaméthasone, on donne un traitement anticoagulant et on donne de la vitaminothérapie. Voilà, en gros. Et pour les diagnostics, vous allez me dire comment on pose les diagnostics. Les diagnostics au jour d'aujourd'hui, pour être hospitalisé et pris en charge pour COVID, c'est soit une PCR positive ou une TDM thoracique positive, sur la base même d'une TDM thoracique, avec les aspects typiques des verres dépoli en faveur des pneumopathies COVID-19, on prend en charge, même si la PCR elle est négative, nous prenons en charge ces patients. Alors, il faut savoir aussi qu'il nous a arrivé beaucoup de décès et il y a eu beaucoup de débats sur la conduite à tenir en cas de décès parce que nous sommes dans un pays musulman et la plupart du temps, les gens veulent bien avoir le corps du défunt, faire les toilettes mortuaires, faire la prière mortuaire et puis l'enterrement. Actuellement, tout ça est bien codifié. Il y a une toilette mortuaire, mais la toilette mortuaire est faite par des gens qui sont dédiés à ça, ils sont formés pour ça. Et la mise en sac est faite immédiatement dans un sac étanche et l'enterrement est sécurisé. La famille est par contre autorisée à voir le visage du défunt si elle le désire, toujours dans le respect des barrières recommandées. Pour les vaccins, je vais vite passer sur ça. J'ai voulu juste pour aujourd'hui les vaccins qui sont disponibles. Il y a les vaccins d'AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm. À la Mauritanie, nous n'avons aujourd'hui pas de vaccin officiellement disponible avec les indications de la vaccination, mais nous osons bien espérer quand même avoir nos premiers lots de vaccins dès le mois prochain ou bien début du mois de mars. Les 5000
Vaccin, oui, je suis au courant, mais j'aime pas parler de quelque chose que j'ai pas vu et ni été consulté pour donner des points de vue concernant les gens qu'on doit vacciner. Mais effectivement, ça a été circulé sur Internet que la Mauritanie a été dotée de 5000 vaccins et certaines personnes ont même déjà été vaccinées. Voilà. Mais c'est quel type de vaccin, de quel laboratoire? Moi, personnellement, je ne peux pas en parler, je n'ai pas vu et je n'ai pas d'informations fiables par rapport à ça. Mais si j'ai un mot à dire, il y a des vaccins qui sont disponibles. Actuellement, le vaccin de Pfizer est très difficile à avoir ici parce qu'on a besoin d'une technologie. Je disais que le vaccin de Pfizer, avec la logistique qu'elle demande, sera très, très difficile ici à mettre en place parce qu'on a besoin quand même des températures de conservation de moins 70 à moins 80 degrés avec de l'azote liquide, etc. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le SARS-CoV-2, c'est un virus émergent, un virus qui est nouveau. Mais les coronavirus sont connus depuis longtemps. Bien vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, est-ce que ça existe vraiment? Il faut savoir qu'on n'est pas au bout. Et avec tout ce qu'on voit, les bouleversements écologiques, l'homme qui va dans des endroits où il ne partait pas avant, on risque d'avoir d'autres SARS-CoV, d'autres virus émergents qui vont faire autant de dégâts. La maladie qu'elle entraîne, qui est la COVID-19, c'est une maladie quand même qui a de multiples visages. Je me rappelle tout de suite de la patiente qui était venue me voir en consultation pour surdité bilatérale brutale. Et la seule chose qu'on a eue chez cette patiente, après examen clinique, elle était quand même fébrile, c'était le coronavirus. Donc, ça a les multiples visages, des atteintes neurologiques, des atteintes cutanées, digestives, pulmonaires. Donc, c'est vraiment une maladie à multiples visages. Moi, je dirais une maladie à 20 fois 20 visages, comme les 2020. C'est une maladie quand même qui est révélatrice. On disait, voilà, l'Afrique allait payer les pots cassés, les Africains vont tous crever, parce que même les pays développés n'arrivaient pas à maîtriser cette pandémie. Heureusement, il n'a pas été question. L'Afrique s'en est mieux sortie avec ses moyens limités. Donc, ça montre quand même la fragilité des systèmes de santé des pays développés. Donc, avant, dès qu'on parlait de fragilité des systèmes de santé, on parlait que de l'Afrique. Mais aujourd'hui, avec ce virus, on voit que tous les systèmes de santé de par le monde sont vraiment fragiles par rapport à ces virus ou à ces maladies émergentes. Il n'y a pas de traitement étiologique. Il y a une prise en charge symptomatique. On peut faire les cocktails qu'on veut, mais la prise en charge, elle est vraiment symptomatique et aléatoire. La prévention, bien sûr qu'elle est possible. Elle est possible par les gestes barrières que vous connaissez. Elle est possible par la diminution des interactions sociales, notamment le confinement et le couvre-feu, mais aussi la vaccination qui est en cours. Et j'espère que ce sera notre salut pour sortir de cette pandémie avec le moins de dégâts possible. Je vous remercie.